Le cri déchira la nuit comme un éclat de verre brisé, me tirant du sommeil d'un bond, le cœur battant à tout rompre dans la pénombre de ma chambre exiguë. J'avais à peine posé le pied sur le parquet froid que j'entendis les sanglots étouffés filtrer à travers la cloison fine, un murmure de désespoir qui semblait émaner des murs même du dortoir. Sans réfléchir, je collai mon oreille contre le mur, et ce fut alors que je vis, par la fente mal fermée de la porte adjacente, une silhouette ombreuse s'effondrer au sol, les épaules secouées de hoquets inarticulés au Nolan, mon voisin invisible, enfin révélé dans sa vulnérabilité brute. Paris, cette ville des amours furtives et des secrets enfouis, m'avait piégé dans son étau depuis mon arrivée à la Sorbonne, 3 mois plus tôt. J'étais Maxime, 22 ans, un provincial normand débarqué avec des rêves de littérature et de liberté, logé dans ce vieux bâtiment haussmannien reconverti en résidence étudiante, où les couloirs sentaient le tabac froid et les regrets adolescents. Les nuits tardives étaient mon refuge, des veilles solitaires devant un écran luminescent, à noircir des pages de poésie inachevée, bercées par le ronron distant des métros souterrains. Mais depuis ce cri, tout avait basculé. Nolan devint l'obsession de mes insomnies, un fantôme que je n'osais approcher de jour, mais que je guettais dans l'ombre comme un amant interdit. Le lendemain matin, sous le ciel plombé d'un automne parisien, je le croisai pour la première fois en pleine lumière. Il descendait l'escalier, sac à dos jeté négligemment sur l'épaule, ses cheveux noirs en bataille encadrant un visage anguleux, aux traits ciselés comme une statue grecque oubliée dans un musée de quartier. Ses yeux, d'un vert profond piqueté d'ambre, glissèrent sur moi sans s'attarder, mais ce fut suffisant pour que mon pouls s'emballe. « Bonjour, murmurai-je, la voix rauque d'une nuit blanche. » Il s'arrêta, un sourire fugace aux lèvres, comme un secret partagé avec le vent. « Salut, voisin. T'as l'air d'un poète qui a vu un fantôme. » Sa voix était grave, veloutée, avec cet accent du sud qui roulait l'air comme des cailloux dans un torrent. Nolan, étudiant en cinéma à l'ENS Louis Lumière, m'apprit plus tard, originaire de Marseille, fuyant les embruns salés pour les pavés mouillés de la capitale. Ce fut le début d'une danse hésitante, faite de regards volés dans la cuisine commune, de portes entrebâillées sur des playlists jazz qui filtraient jusqu'à moi. Les nuits suivantes, les murs devinrent nos confidents muets. J'entendais ses pas lourds dans le couloir, le cliquetis de son briquet allumant une cigarette à la fenêtre, et parfois, ses murmures au téléphone ou des conversations hachées, pleines de « je t'en prie », pas maintenant et de silence lourd comme des chaînes. Une soir, incapable de résister, je frappai à sa porte. Il ouvrit, torse nu, une serviette autour des hanches, l'air surpris mais pas hostile. « Maxime, c'est ça ? Entre, si tu veux pas que le froid nous gèle les os. » Sa chambre était un chaos organisé, pellicules de films en bobines éparpillées, un projecteur vintage ronronnant sur une table basse, et au mur, une affiche déchirée de Brokeback Mountain, qui me fit rougir intérieurement. Nous parlâmes jusqu'à l'aube, de Fellini et de Rimbaud, de la mer qui manque au corps comme un amant perdu. Il rit à mes blagues maladroites, et quand ses doigts effleurèrent les miens en tendant une tasse de thé fumant, un courant électrique me traversa, me laissant pantelant. C'est ainsi que nos nuits tardives se muèrent en rituel. Après minuit, quand le dortoir sombrait dans un silence complice, il toquait doucement à ma porte. Besoin d'un spectateur pour mon dernier court-métrage, me lançait-il, les yeux pétillants de cette malice méditerranéenne. Nous nous installions sur mon lit étroit, l'ordinateur portable projetant des images floues sur le mur blanc, des amours naissant sous la pluie de Provence, des adieux déchirants au bord de la Seine. Entre deux bobines, nos confidences coulaient comme du vin rouge, ses parents conservateurs qui ignoraient son homosexualité, mes propres doutes sur cette attirance que je n'osais nommer, héritée d'une Normandie puritaine où l'amour entre hommes était un tabou chuchoté. Tu sais, Maxime, l'amour, c'est comme un film, ça commence en noir et blanc, et puis la couleur éclate, brutale, inévitable. Ces mots me hantaient, et peu à peu, je tombais, irrémédiablement, pour cet homme qui transformait mes insomnies en extase volée. Mais l'ombre planait déjà. Une nuit, alors que nous étions enlacés sur le sol, nos corps pressés l'un contre l'autre dans une étreinte chaste mais électrique, son téléphone vibra comme un serpent venimeux. Il s'écarta, le visage crispé, et répondit dans un murmure, « Alexandre, pas ce soir. Je t'ai dit que c'était fini. » Alexandre. Ce nom plana dans l'air comme un poison lent. Qui était-il? Un fantôme du passé, ou une lame prête à trancher notre bulle fragile? Nolan raccrocha, les traits tirés, et se tourna vers moi avec un sourire forcé. Rien d'important. Juste un vieil ami. Mais je vis dans ses yeux le mensonge, cette fêlure qui rendait son mystère encore plus envoûtant et dangereux. Les semaines s'écoulèrent en un tourbillon de sensualité retenue.
Nos nuits devinrent plus intimes, un baiser volé dans l'escalier, ses lèvres chaudes contre les miennes, goûtant au sel de la sueur et au miel du désir refoulé. Nous explorions Paris comme des amants clandestins, la tour Eiffel scintillant au loin tandis que nous nous tenions la main sous les arcades du Louvre, ou un pique-nique improvisé sur les berges du canal Saint-Martin, où il me lisait des extraits de Maurice de Forster, sa voix caressant les mots comme une promesse. L'amour vrai défie les conventions, murmurait-il, et je croyais chaque syllabe, ignorant les appels insistants qu'il faisait mine d'oublier. Pourtant, les signes s'accumulaient, des bleus discrets sur son poignet, des nuits où il rentrait tard, imprégné d'un parfum masculin qui n'était pas le sien. Je l'interrogeai une fois, après un énième c'est rien, mais il se ferma comme une huître, les yeux fuyants. « Fais-moi confiance, Maxime. C'est mon passé qui me hante, pas toi. » La jalousie s'insinua en moi comme une brume automnale, rendant nos moments doux aigres. Je passais mes journées à la bibliothèque François Mitterrand, feignant de lire Proust, mais mon esprit vagabondait vers lui, imaginant des scénarios torturés. Était-ce Alexandre qui le retenait encore? Un ex-amant possessif, tapi dans l'ombre de Marseille? Ou pire, une double vie que Nolan menait pour apaiser sa famille homophobe? Nos nuits, autrefois havre de paix, se chargeaient d'une tension palpable. Une soir, après une projection privée de son film inachevé ou une histoire d'amour gai contrariée dans les ruelles de Pigalle, il m'attira contre lui, ses mains fiévreuses glissant sous mon pull. « Je te veux, Maxime. » Tout entier. Nos corps s'unirent enfin, dans une explosion de souffles mêlés et de murmures incohérents, sous le clair de lune filtrant par la fenêtre. Ce fut une révélation, sa peau contre la mienne, ses gémissements étouffés dans mon cou, le monde extérieur réduit à un écho lointain. Pour la première fois, je me sentis vivant, aimé, complet. Pourtant, l'euphorie fut de courte durée. Le lendemain, alors que je rentrais d'un cours de sémiotique, je le vis Alexandre. Grand, blond, avec un air de propriétaire qui me noua l'estomac. Ils étaient dans le café en bas du dortoir, Nolan riant à une de ses blagues, sa main effleurant celle de l'autre comme par habitude. Mon cœur se serra comme dans un étau. Je m'enfuis sans un mot, la rage et la trahison bouillonnant en moi. Ce soir-là, quand il toqua à ma porte, je l'affrontai, les larmes aux yeux. « Qui est-ce, Nolan ? Ton vieil ami ?» Il blêmit, balbutia des excuses, mais les mots sonnaient faux. « C'est compliqué. » Il refuse de lâcher prise. « Mais toi, Maxime, c'est toi que j'aime. » Aimait-il? Ou étais-je juste un interlude, un moyen d'oublier les chaînes de son passé? Le conflit éclata comme un orage sur la scène. Les nuits tardives se muèrent en bataille verbale, nos voix étouffées par les murs pour ne pas alerter les voisins. « Tu me mens depuis le début » hurlai-je un soir, après avoir trouvé une photo de deux, enlacés sur une plage marseillaise, dans son portefeuille oublié. Nolan s'effondra, avouant tout, Alexandre, son premier amour, toxique et jaloux, qui le harcelait depuis leur rupture il y a 1 an. Il me suit, Maxime. Il sait pour nous, et il menace de tout dire à ma famille. La peur dans ses yeux me désarma, mais la blessure saignait encore. Nous nous réconciliâmes dans les larmes, nos corps se cherchant comme des âmes perdues, mais la graine du doute était plantée. Paris, avec ses lumières trompeuses, semblait nous narguer, les couples étaient main dans la main sur le pont des Arts, indifférents à notre tourment caché. Puis vint le chaos trao, cette nuit fatidique où tout bascula. Alexandre surgit au dortoir, ivre et furieux, tambourinant à la porte de Nolan comme un possédé. « Ouvre, traître. Tu crois que tu peux m'oublier pour ce minet normand ?» Les mots résonnèrent dans le couloir, attirant les regards curieux des autres étudiants. Nolan, paniqué, me supplia de me cacher dans la salle de bain. J'obéis, le cœur brisé, écoutant leur confrontation à travers la cloison. Des cris, des accusations où tu m'as promis l'éternité, Nolan. Et maintenant, tu joues les romantiques avec lui. Puis, un choc sourd, Alexandre gifla Nolan, qui riposta faiblement. Incapable de rester immobile, j'y rompis, les poings serrés. Laisse-le tranquille. La bagarre fut brève mais chaotique, Alexandre me repoussa violemment contre le mur, et Nolan, déchiré, tenta de nous séparer. La police intervint, alertée par un voisin, emmenant Alexandre menotté, hurlant des insanités homophobes qui me glacèrent le sang. Dans l'après-coup, l'hôpital fut notre sanctuaire involontaire. Nolan, une lèvre fendue et un œil au beurre noir, serra ma main dans la salle d'attente aseptisée. C'est fini, Maxime. Je vais tout avouer à ma famille. Plus de secrets. Mais la trahison avait creusé un fossé,
comment reconstruire sur des ruines? Les jours suivants furent un limbo émotionnel, des promenades silencieuses le long de la Marne, où nous parlions de tout et de rien, évitant le gouffre de nos peurs. Je me surpris à douter, étais-je prêt pour cette vie d'amour clandestin, de nuit hantée par les ombres du passé? Nolan, lui, changea, il contacta une association LGBTQ+ parisienne, Le Refuge, pour du soutien psychologique, et commença à filmer un documentaire sur les relations toxiques dans la communauté gay. C'est pour nous, pour guérir, me dit-il, et dans ses yeux, je vis une lueur nouvelle, celle de la résilience. Pourtant, la BKCH rôdait. Une lettre arriva de Marseille, ses parents, informés par Alexandre dans un dernier sursaut de vengeance, le déshéritaient, le maudissaient pour cette abomination. Nolan s'effondra dans mes bras, un soir de pluie battante, sur les toits du dortoir où nous avions coutume de nous échapper. Ils me haïssent, Maxime. Qu'est-ce que je suis sans eux? Ses larmes se mêlèrent à l'averse, et je l'embrassai, fougueusement, comme pour chasser les démons. Tu es toi. Et moi, je t'aime pour ça. Ce fut notre moment le plus pur, enlacés sous le déluge, les lumières de Paris scintillant en contrebas comme des étoiles tombées, nous jurâmes de nous battre ensemble. Mais la vie, impitoyable, en décida autrement. Quelques semaines plus tard, une offre irrésistible l'attira à Cannes pour un stage en production cinématographique, une chance en or, mais qui signifiait la séparation. Le départ fut un arrachement. À la gare de Lyon, sous le dôme de verre et d'acier, nous nous embrassâmes une dernière fois, nos lèvres salées par les adieux. Attends-moi, Maxime. Ce n'est qu'un au revoir. Sa voix tremblait, et je hochai la tête, la gorge nouée. Les trains partirent, emportant un morceau de mon âme. Les nuits tardives reprirent, solitaires, hantées par son fantôme. Je finis mon semestre, publiai mes poèmes dans une revue underground, et un soir, lors d'une lecture au café de Flore, je parlais de lui ou de cet amour qui m'avait brisé et reconstruit. La salle applaudit, et dans le public, un jeune homme aux yeux verts s'approcha, Nolan, de retour pour une projection surprise. Je n'ai pas pu partir sans toi, murmura-t-il, et nous rîmes, pleurâmes, nous embrassâmes sous les regards bienveillants. Paris nous avait testés, mais l'amour, ce feu follet, avait triomphé. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, nous partageons un appartement rue de Rivoli, ces bobines de films entassées à côté de mes carnets. Les nuits tardives sont revenues, mais plus jamais solitaires, elles sont remplies de ces ronflements doux, de nos murmures complices, d'un avenir tissé de résilience et de tendresse. L'humanité, dans sa laideur et sa beauté, nous a appris que l'amour vrai n'est pas sans cicatrices, mais qu'il guérit, inlassablement, comme la Seine qui coule vers la mer. Les premiers mois sans Nolan furent un purgatoire feutré, où chaque coin de Paris me rappelait son absence comme une plaie ouverte. Le dortoir, autrefois notre sanctuaire nocturne, devint une prison de souvenirs, le craquement de la porte quand il entrait, le froissement des draps sous nos corps enlacés, l'odeur de son après-rasage mêlée à celle du tabac blond. Je marchais des heures dans les rues pluvieuses, du Marais au but de Chaumont, cherchant dans les vitrines embrumées un reflet de nous deux. Mes amis, ces ombres bien intentionnées de la Sorbonne, tentaient de me distraire une expo photo au centre Pompidou, un apéro au rez-de-chaussée du Shakespeare & Company, mais leur rire sonnait creux à mes oreilles. Allez, Maxime, la vie continue, me lançait-il, ignorant que mon cœur battait encore au rythme de ses pas absents. Pourtant, la résilience, cette vertu française si discrète, commença à poindre. Je m'inscrivis à un atelier d'écriture au Café des Phares, place de la Contrescarpe, où des âmes tourmentées comme la mienne déversaient leurs vers sur des nappes en papier. Là, sous le portrait jaunissant de Sartre, je couchais sur le papier notre histoire, les nuits tardives, le cri inaugural, la trahison d'Alexandre comme un vilain shakespearien. L'amour est un film muet, écrivis-je un soir, la plume trempée d'encre et de larmes, où les silences hurlent plus fort que les dialogues. Mes textes attirèrent l'attention d'un éditeur indépendant, un certain Laurent, moustachu et goguenard, qui me proposa une publication dans une anthologie queer. Pour la première fois depuis son départ, je sentis une étincelle, peut-être que la douleur pouvait se muer en art, en catharsis. Nolan, de son côté, m'envoyait des missives numériques depuis Cannes, des vidéos floues de la croisette au lever du soleil, des selfies torse nu sur des yachts ancrés, sa voix off narrant des anecdotes de plateau. Imagine, Maxime, j'assiste à la projection d'un doc sur l'amour gay en banlieue. Ça me fait penser à nous, à nos nuits volées. Ces messages étaient des baumes, mais aussi des torsions au couteau. Il parlait d'amis rencontrés, de fêtes effrénées où l'alcool coulait comme la Méditerranée, et je m'interrogeais, jaloux en silence, sur ces ombres qui l'entouraient. Était-il tenté? Avait-il cédé à un flirt passager pour combler le vide?
Une nuit, après un appel vidéo où son regard semblait distant, je craquai. Nolan, es-tu seul là-bas? Vraiment? Il soupira, le visage pixelisé par la connexion foireuse. Toujours, mon amour. C'est toi que je vois dans chaque vague. La distance forgea notre lien d'une manière inattendue. Nous inventâmes des rituels, chaque vendredi, à minuit, nous nous appelions pour une nuit tardive virtuelle, projetant des films synchronisés au Call Me By Your Name un soir, week-end de Soderbergh le suivant, commentant en temps réel comme si nous étions côte à côte. Ces moments ravivaient la flamme, mais révélaient aussi nos failles. Nolan confia son angoisse, le stage était une bulle dorée, mais la menace d'Alexandre planait encore, ce dernier purgeant une peine pour harcèlement mais promettant vengeance par SMS sporadique. Il m'a écrit hier, tu regretteras de m'avoir trahi pour ce PD. Les mots homophobes me révoltèrent, me rappelant pourquoi nous luttions, non pas pour un amour idéalisé, mais pour une existence authentique dans un monde qui tolérait à peine nos baisers. Mon propre chemin de guérison passa par des rencontres improbables. Lors d'une manif pour les droits LGBTQ+, place de la République, je croisai Jules, un activiste tatoué, aux dreadlocks blondes et au sourire contagieux. Il m'invita à rejoindre Inter-LGBT, et bientôt, je me retrouvai à distribuer des flyers sous la pluie, criant des slogans qui libéraient ma voix intérieure. Jules devint un ami, un confident platonique qui m'aida à décortiquer la trahison, l'amour toxique, c'est comme un mauvais scénario, Maxime. Nolan en est sorti, à toi de décider si tu réécris l'histoire avec lui. Ces paroles, imprégnées de cette sagesse street parisienne, me poussèrent à une thérapie, des séances hebdomadaires avec une psychologue lesbienne, rue des Archives, où je déballais mes peurs d'abandon, héritées d'un père absent et d'une mère trop pieuse. L'hiver s'installa, mordant, avec ces neiges rares qui saupoudraient les toits haussmanniens comme du sucre glace. Noël approchait, et Nolan insista pour que je le rejoigne à Marseille. Viens voir la mère qui m'a vu naître, et peut-être, renaître avec toi. Hésitant, je pris le TGV, le cœur battant d'appréhension. La cité phocéenne m'accueillit avec son chaos ensoleillé, le vieux port grouillant de pêcheurs, l'odeur de bouillabaisse flottant dans l'air salin. Sa famille? Un mirage brisé. Au lieu d'un repas chaleureux, il m'emmena sur les calanques, loin des regards, où nous fîmes l'amour pour la première fois depuis des mois, sur un tapis d'aiguilles de pin, le soleil couchant peignant nos corps en or. Ici, je suis libre, murmura-t-il, et je crus en nous à nouveau. Mais le retour à Paris fut teinté d'ombre. Alexandre, libéré sous caution, avait contacté Nolan, une lettre anonyme glissée sous la porte du dortoir, promettant la fin de votre petite idylle. La peur revint, viscérale, nous isolant dans une bulle paranoïaque. Nous décidâmes de porter plainte, main dans la main au commissariat du 4e arrondissement, où un officier blasé nota nos déclarations. C'est courant, messieurs. On va le surveiller. Pourtant, la menace plana, empoisonnant nos nuits. Une soir, après une dispute futile où tu ne me fais plus confiance. Nolan partit en claquant la porte, et je passai l'insomnie à imaginer le pire, un accident, un enlèvement, ou pire, son retour vers les bras d'Alexandre. Il revint à l'aube, trempé, les yeux rougis. J'ai marché toute la nuit le long de la Seine. J'ai réalisé que sans toi, je suis perdu. Nous nous réconciliâmes dans une étreinte fiévreuse, nos corps se redécouvrant avec une urgence nouvelle. Ce fut alors que Nolan me montra son projet, un court-métrage inspiré de nous, Nuit tardive, sur deux amants dans un dortoir parisien, confrontés à un ex-jaloux. C'est notre histoire, Maxime. Pour exorciser les démons. Je lus le scénario, ému aux larmes, le hook avec le cri, le chaos trao à l'hôpital, la rédemption sous la pluie. Tourne-le, lui dis-je. Et je serai ton muse. Le printemps fleurit, libérateur, avec ses cerisiers en fleurs le long du canal de l'Ourcq. Notre amour, jadis fragile, s'épanouit en une routine tendre, des matins paresseux à partager des croissants tièdes, des après-midi à flâner au marché d'Aligre, main dans la main sans craindre les regards. Nolan obtint un financement pour son film via un appel à projet de la Cinémathèque, et je publiai mon recueil, Écho de cloison, dédié à lui. La critique fut bienveillante, un premier opus poignant sur l'amour queer en France contemporaine, écrivit Le Monde. Pourtant, la BKCH n'était pas loin, lors d'une avant-première au Forum des Halles, Alexandre surgit dans la foule, le regard fou. Bravo pour ton chef-d'œuvre, Nolan. Mais souviens-toi, je suis le vrai amour. Le cœur suspendu, je vis Nolan se raidir, mais au lieu de fuir, il l'affronta calmement, micro en main, Alexandre, c'est fini. Laisse-nous vivre. La salle applaudit,
un mur de solidarité, et la sécurité l'escorta dehors. Ce moment fut cathartique, la fiction et la réalité se fondirent, libérant Nolan de ses chaînes. Merci, me murmura-t-il ce soir-là, dans notre nouveau chez nous rue de Birague, près de la place des Vosges. Tu m'as sauvé. L'été 2026 enveloppa Paris d'une chaleur moite, transformant les boulevards en fournaises où les Parisiens, las d'asphalte, fuyaient vers les bords de mer. Pour nous, ce fut une saison de renaissance. Nolan, fort de son court-métrage primé au Festival de Clermont-Ferrand, enchaîna les auditions pour des longs-métrages, son nom circulant dans les cercles cinématographiques comme une promesse. Moi, je signai un contrat pour un roman, inspiré de nos tribulations, et nos soirées se peuplèrent d'amis artistes, des peintres queers du Belleville bohème, des musiciens du bateau-phare reconvertis en scène ouverte. À l'amour qui résiste, trinquions-nous, verre de rosé à la main, ignorant les cicatrices encore vives. Mais la trahison, cette vipère endormie, ressurgit sous une forme insidieuse. Un matin, alors que je triais le courrier dans notre boîte aux lettres rouillées, une enveloppe sans expéditeur glissa entre mes doigts, des photos granuleuses, volées visiblement, montrant Nolan enlaçant Alexandre lors d'une fête masquée, datant d'avant notre rencontre. Au verso, une note tapée à la machine, « Il n'a jamais été à toi. Réveille-toi. » Mon monde vacilla. Était-ce un nouveau coup d'Alexandre, ou pire, une vérité que Nolan m'avait cachée? Je confrontais les images à mon miroir intérieur, oui, c'était avant moi, mais le mensonge par omission me rongeait. Quand il rentra, euphorique d'un casting réussi, je les balançais sur la table comme des cartes truquées. Explique-moi ça, Nolan. Où c'est fini? Son visage se décomposa, passant du choc à la culpabilité. Maxime. Ces photos, c'est du passé. Alexandre me les a envoyées pour me tourmenter, mais je n'en ai pas parlé pour ne pas rouvrir la plaie. Nous hurlâmes, nos voix ricochant contre les murs lambrissés, accusant l'autre de manque de confiance. Tu me protèges comme un enfant, pas comme un égal, criai-je, les larmes coulant. Il s'effondra à genoux, les mains tendues, j'ai peur de te perdre. Tu es ma lumière dans ce bordel. La nuit fut un chant de mines émotionnelles, nous dormîmes dos à dos, le silence plus éloquent que n'importe quel dialogue. Le lendemain, au lieu de fuir, nous optâmes pour la vérité brute. Nous nous rendîmes ensemble à une séance de couple-thérapie chez une conseillère spécialisée en trauma queer, dans un cabinet cosy du 11e arrondissement. La trahison n'est pas un mur, mais une porte à franchir, nous dit-elle, ces mots comme un scalpel bienveillant. Nous parlâmes des heures, de l'enfance de Nolan, bercé de machisme provençal où l'homosexualité était un péché capital, de mes insécurités, nourries par des amours adolescents étouffés dans l'œuf. Petit à petit, les nœuds se dénouèrent, il avoua avoir gardé les photos par peur qu'Alexandre les utilise contre nous, et je reconnus ma jalousie comme un écho de mes propres doutes. Nous sommes imparfaits, conclut la thérapeute, mais l'amour humanise. Ce pardon fragile nous propulsa vers une intimité renouvelée. Nous réinventâmes nos nuits tardives, plus de secrets, seulement des confessions chuchotées sous les draps de lin froissé. Nolan me filma en secret pour un making-of personnel, capturant mes expressions quand je lisais à voix haute, nu sur le balcon, la ville endormie en toile de fond. Tu es mon chef-d'œuvre, me dit-il, la caméra tremblant d'émotion. De mon côté, je l'infusais dans mon roman, le mur murmurant, où un narrateur anonyme tombe pour un cinéaste tenté, leurs amours entrecoupés de flashbacks douloureux. L'éditeur, enthousiaste, prédit un buzz, c'est cru, romantique, si français dans sa mélancolie. L'automne revint, chargé de feuilles mortes et de festivals. Nuit tardive fut sélectionnée pour le FIF de Namur, et nous partîmes en train, main dans la main, traversant la Picardie sous un ciel d'ardoise. La Belgique nous accueillit avec sa bière ambrée et ses salles obscures, où le film fut ovationné pour sa sensibilité. Lors de la Q&A, Nolan, spotlight dans les yeux, parla ouvertement, ce film est dédié à Maxime, qui m'a appris que l'amour vrai affronte les tempêtes. La salle se leva, et je rougis, fier, aimé en public pour la première fois. Mais le soir, dans notre chambre d'hôtel surplombant la Meuse, l'euphorie céda à une vulnérabilité, et si on nous sépare à nouveau, murmura-t-il, ses doigts traçant des cercles sur ma poitrine. Alors on se bat, répondis-je, scellant le pacte d'un baiser profond. De retour à Paris, la vie domestique nous enveloppa comme un cocon. Nous adoptâmes un chat errant, un matou gris aux yeux jaunes nommé Rimbaud, qui ronronnait entre nous sur le canapé usé. Les dimanches devinrent sacrés, marché bio au boulevard Raspail, puis ateliers improvisés où Nolan tournait des sketchs absurdes et je corrigeais des épreuves. Pourtant, le conflit latent ressurgit quand Alexandre, désormais sous contrôle judiciaire,
envoya un mail anonyme à l'éditeur de mon roman, des rumeurs diffamatoires, accusant Nolan de plagiat sur des témoignages queer volés. La panique nous saisit, une plainte en diffamation? Un scandale naissant? Nous consultâmes un avocat, une lesbienne flamboyante du Marais, qui balaya les craintes, c'est du harcèlement pur. On contre-attaque. Le chaos personnel survint lors d'une fête d'anniversaire pour Jules, dans un loft de Montreuil transformé en dance-floor underground. L'alcool coula, la musique pulsait du Daft Punk remixé en mode queer, et Nolan, détendu, dansa avec un producteur charmant, leur corps trop proche à mon goût. La jalousie, cette vieille sorcière, me piqua au vif, je m'enfuis dans la nuit, errant jusqu'au Père-Lachaise, où les tombes de Proust et Wilde semblaient me narguer. Il me retrouva là, essoufflé, à l'aube naissante. Maxime, c'était rien. Juste une danse. Mais les mots ne suffirent pas, nous rentrâmes en silence, le mur entre nous plus haut que jamais. La rupture couva pendant une semaine, il dormit sur le canapé, je noyais ma peine dans des cafés solitaires. Puis, un soir de verglas, alors que Paris patinait sous une pluie gelée, il frappa à ma porte d'écriture un café exigu près de l'opéra. « Je ne peux pas vivre sans toi, dit-il, les lèvres bleues de froid. » Nous parlâmes jusqu'au petit matin, dénudant nos âmes, ma peur de l'abandon, sa terreur de la solitude. « Promets-moi la vérité, toujours, exigeai-je. Toujours, jura-t-il, et nous rentrâmes, enlacés sous un parapluie trop petit, riant de notre mélodrame. Cette crise nous rendit plus forts, plus humains. Nolan intégra des scènes de jalousie dans son prochain projet, un long métrage sur les dynamiques toxiques vs salvatrices dans les couples gays. Moi, je dédiai un chapitre à cette nuit au cimetière, où l'amour se révèle dans la vulnérabilité. L'hiver s'adoucit, et avec lui, notre engagement, une bague simple, en argent martelé, échangée lors d'un pique-nique aux Tuileries, sous les yeux indifférents des statues. Pas de mariage trop bourgeois pour nous, mais un serment personnel, dans les nuits tardives et les jours lumineux, ensemble. 2027 s'ouvrit sur une vague de reconnaissance, le mur murmurant grimpa dans les listes du Figaro littéraire, traduit en anglais pour un public new-yorkais friand de récits queer introspectifs. Des invitations affluèrent lecture à la Fnac Terne, interview radio sur France Culture, et Nolan, de son côté, signa pour un rôle de second lead dans une série Netflix sur la vie bohème parisienne, tournée en partie dans notre quartier du Marais. On est des stars underground, plaisantait-il, enfilant un costume vintage pour une scène d'amour lesbien, ironie du sort. Notre vie, jadis un fil tendu, devint une toile riche, dîner avec des critiques gays, soirée poésie au Globo Théâtre, où je récitais des extraits dédiés à lui, sa main serrant la mienne dans l'ombre. Mais la romance, si enivrante, ne protège pas des orages humains. La famille de Nolan, ce bastion provençal fissuré, tenta une rédemption tardive. Sa mère, une femme aux cheveux grisonnants et au cœur lourd, débarqua un après-midi pluvieux, valise à la main, prétextant une visite impromptue. Nous l'accueillîmes dans notre salon encombré de scripts et de livres, l'air chargé d'une tension palpable. « Mon fils. J'ai lu ton film. C'est beau, mais ça fait mal. » Ses yeux, miroir des siens, brillaient de larmes contenues. Nolan, raide comme un arc, balbutia, « Maman, c'est qui je suis ?» La conversation s'étira en un après-midi interminable, aveu de son père, rongé par la culpabilité catholique, promesse de thérapie familiale. Je restais en retrait, soutien silencieux, mais intérieurement, je bouillonnais et si c'était une manipulation pour le ramener dans le droit chemin. Le soir, seul avec Nolan, les émotions débordèrent. « Crois-tu qu'il change vraiment ?» demanda-t-il, la voix brisée. « Où est-ce pour l'héritage, pour la façade ?» Je le serrai contre moi, sentant son corps trembler. « Donne-leur une chance. Pour toi. » Les semaines suivantes furent un ballet délicat, dîner tendu où sa mère apprenait à prononcer mon gendre sans grimacer, promenade le long du Rhône virtuellement via Zoom, où son père, bourru, complimentait vaguement mon roman. La réconciliation fut laborieuse, parsemée de rechutes, un appel homophobe anonyme, soupçonné d'être d'un oncle récalcitrant, mais elle humanisa Nolan, il pardonna, non par faiblesse, mais par force d'âme. Parallèlement, mon propre passé ressurgit comme un courant sous-marin. Une lettre de ma mère normande, postée de Deauville, m'annonçant une visite, j'ai lu tes mots, Maxime. Ils m'ont fait pleurer. Viens-tu me voir? Le choc fut électrique, elle, si pieuse, si muette sur mes penchants, osait franchir le pas. Nous l'invitâmes pour un week-end, et Paris se para de ses plus beaux atours, brunch au café Constant, croisière sur la Seine au coucher du soleil. Elle observa Nolan avec une curiosité méfiante,
mais quand il lui montra des rushs de sa série ou une scène émouvante d'acceptation familiale, ses épaules se relâchèrent. Il est gentil, ton ami. Le mot au compagnon vint plus tard, au fil d'un thé à la menthe, mais ce fut suffisant pour que je pleure en privé, libéré d'un poids ancestral. Ces retrouvailles familiales, si KCH-Teen, renforcèrent notre lien romantique. Nous partîmes en escapade à la Côte d'Azur, louant une petite maison perchée sur les falaises d'Aise, où les vagues chantaient des berceuses salées. Là, loin des néons parisiens, nous nous redécouvrîmes, baignades nues dans des criques secrètes, dîners aux chandelles avec du vin de Bandol, et des nuits d'amour paresseuses, où le temps s'étirait comme du miel. Tu es mon horizon, me murmura-t-il un soir, nos corps entrelacés sur un hamac, les étoiles provençales pour témoins. Mais même au paradis, les ombres rôdaient, un appel d'Alexandre, bloqué mais persistant, menaçant de révéler des secrets sur le passé de Nolan, des fêtes trop arrosées, des flirts impulsifs. Ignore-le, conseillai-je, mais la peur le rongeait. Le vrai chaos familial éclata lors d'un Noël réunifié à Marseille. La maison familiale, une bastide d'ocre aux volets bleus, grouillée de cousins curieux et de tantes murmureuses. Nolan et moi arrivâmes main dans la main, défiant les regards en coin. Le repas fut un chant miné, toast à la santé, mais sous la table, des genoux tendus de malaise. Puis, le père de Nolan, rougeaud d'émotion et de pastis, leva son verre, à mon fils, et à Maxime, qui l'a rendu heureux. Les applaudissements fusèrent, timides d'abord, puis sincères, et sa mère pleura ouvertement, serrant Nolan dans ses bras. Ce fut magique, cathartique jusqu'à ce qu'un oncle-ivre lâche une remarque homophobe, de mon temps, on se mariait avec des femmes. Le silence tomba comme une guillotine. Nolan se leva, pâle mais déterminé, de ton temps, on taisait l'amour. Moi, je le vis. La table explosa en débats enflammés, voix provençales roulant comme des vagues furieuses. Je l'épaulai, citant des vers de Verlaine sur l'amour libre, et miraculeusement, l'oncle s'excusa, marmonnant quelque chose sur l'évolution des mœurs. La nuit, dans la chambre d'enfance de Nolan, tapissée de posters de Niro, nous fîmes l'amour avec une intensité vengeresse, célébrant cette victoire petite mais immense. Nous sommes une famille, maintenant, dit-il, et je sus qu'il avait raison. De retour à Paris, cette harmonie inspira nos créations. Nolan intégra des thèmes familiaux dans sa série, explorant la rédemption queer, mon roman suivant, Famille enlacée, devint un plaidoyer pour l'acceptation. Mais la Lagne ne s'oublie pas, pour notre anniversaire de 2 ans, il m'emmena en montgolfière au-dessus de la Loire, nos silhouettes minuscules contre les châteaux Renaissance, et là-haut, dans le vent frisquet, il me demanda, « Veux-tu m'épouser ?» Pas pour la loi, mais pour nous. Les larmes brouillèrent ma vue, oui, soufflai-je, et nous atterrîmes en riant, fiancés sous le ciel d'Île-de-France. Pourtant, l'habit KCH personnel guettait. Lors d'une projection de sa série au Palais de Tokyo, un malaise le saisit, vertige, nausée, diagnostiqué plus tard comme un burn-out sévère. Les nuits tardives devinrent des veilles à son chevet, où je lisais à voix haute pour le bercer, ma main sur son front fiévreux. J'ai couru trop vite, avoua-t-il, faible. Pour compenser les années perdues. Sa guérison fut lente, repos forcé à la campagne, en Normandie chez ma mère désormais alliée, où les pommiers en fleurs soignèrent son âme. Je l'accompagnai, apprenant la patience, cette vertu amoureuse suprême. L'année 2028 marqua notre apogée, un crescendo d'émotions où le KCH-Teen céda à une sérénité conquise. Nolan, remis de son burn-out grâce à des retraites yoga dans le Luberon et des thérapies holistiques, revint à l'écran avec une maturité nouvelle, sa performance dans la série Netflix, Amour urbain, lui valut une nomination au César, et les critiques saluèrent l'authenticité brute d'un acteur qui incarne l'amour queer sans phare. Moi, Famille enlacée remporta le prix Renaudot des lycéens, une reconnaissance qui me propulsa dans les salons littéraires de Saint-Germain-des-Prés, où je débattais de résilience avec des plumes comme Annie Ernaux. Votre histoire est un baume pour les cœurs brisés, me dit-elle un soir, et je rougis, pensant à lui. Notre mariage, célébré en petit comité sur une péniche amarrée à l'île Saint-Louis, fut un poème vivant, officié par Jules, devenu prêtre laïque queer, sous un arc-en-ciel post-pluie qui semblait nous bénir. Ma mère, larmes aux yeux, serra Nolan dans ses bras, bienvenue, fils. Ses parents, transformés par des années de dialogue patient, trinquèrent avec du champagne millésimé, à votre bonheur. Les vœux que nous échangeâmes, écrits à 4 mains, étaient un manifeste humaniste, dans les nuits tardives et les aubes radieuses, nous promettons vérité, pardon, et une passion inaltérée. Le baiser qui scella l'union, sous les rires complices, fut le plus doux de tout, un sceau sur nos cicatrices.
La vie post-nuptiale fut un équilibre délicat entre carrière florissante et intimité préservée. Nous achetâmes une maison de ville à Montmartre, avec un atelier au rez-de-chaussée pour ses projections et un grenier pour mes écritures. Rimbaud, notre chat philosophe, veillait sur nous, miaulant aux heures indues pour nous rappeler l'urgence de l'amour. Les nuits tardives persistèrent, mais enrichies, des projections privées de classiques gays de Philadelphia pour méditer sur la perte, Moonlight pour célébrer les identités fluides, suivis de débats passionnés qui se muent en caresses. Tu es mon plot twist préféré, me taquina-il, et je riais, le cœur plein. Bien sûr, les conflits ne disparurent pas, ils évoluèrent en leçons. Quand un tabloïd people insinua un triangle amoureux avec un costard de sa série, la jalousie familière pointa le bout de son nez. Au lieu d'exploser, nous en parlâmes autour d'un dîner aux chandelles, c'est le prix de la visibilité, concéda Théil, et je hochai la tête, apprenant à distinguer ombre et lumière. De même, quand ma mère, en visite, glissa une Bible sur la table en guise de soutien spirituel, Nolan rit doucement, c'est son amour maladroit. Comme le nôtre au début. Nous l'invitâmes à une messe inclusive à Saint-Eustache, et elle y alla, émue par les hymnes réinventés. Le humanisme imprégna nos engagements, Nolan fonda une bourse pour jeunes cinéastes queer via l'ENS, offrant des ateliers sur les narratifs inclusifs, je m'impliquai dans des résidences d'écriture pour auteurs LGBTQ+, en banlieue, où des voix marginales trouvaient écho. Ensemble, nous parlâmes dans des TEDx parisiens, racontant notre odyssée, du cri inaugural au pardon familial, du harcèlement à la résilience. L'amour n'est pas une fin heureuse hollywoodienne, concluait Nolan, mais un voyage humain, avec ses trahisons et ses rédemptions. Le public, conquis, applaudissait, et dans ces moments, je voyais l'impact des jeunes, yeux brillants, venant nous remercier pour avoir osé. Une nuit d'automne, 5 ans après notre première étreinte, nous grimpâmes sur les toits du Sacré-Cœur, Paris étalé comme un tapis de joyaux à nos pieds. Le vent charriait des souvenirs, le cri, les larmes, les rires, et Nolan, serrant ma main, murmura, les nuits tardives nous ont menés ici. Merci de m'avoir choisi. Je l'embrassai, le cœur gonflé, et moi, de t'avoir trouvé. Sous les étoiles indifférentes, nous dansâmes un slow imaginaire, corps contre corps, dans un monde qui, peu à peu, apprenait à nous aimer tels que nous étions. Ainsi s'achève notre saga, non en apothéose dramatique, mais en quiétude méritée. Paris, témoin muet de nos passions, continue de couler ses amours furtifs dans la Seine éternelle. Et nous, Nolan et Maxime, marchons main dans la main, prêts pour les chapitres suivants car l'amour, vrai et humain, n'a pas de fin, seulement des débuts renouvelés.